D'un côté, l'iPhone s'amincit avec le modèle R, mais de l'autre côté, il s'épaissit, enfin il fait un peu de gonflette avec le 17 Pro et sa meilleure autonomie et aussi sa meilleure performance. On en parle ensemble. 5,6 mm d'épaisseur. Apple, ils promettent une espèce de iPhone carte de crédit qui a tout d'un pro selon eux, mais qui fait quand même quelques concessions. Avec son épaisseur de 5,6 mm et son châssis en titane, il restait un peu stock de titane à Apple, donc ils l'ont foutu là-dedans, parce qu'apparemment, il n'y a plus de titane pour les autres iPhones. Cet iPhone prend le parti pris d'aller vers une cible un peu plus lifestyle. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'avoir la toute dernière puce, la 19 Pro, qui est surpuissante selon Apple, et on les croit, parce que côté processeur, ils nous déçoivent jamais, avec un écran qui a tout pour réussir, 6,5 pouces, donc c'est pas un smartphone compact, hein, c'est pas parce qu'il est R qu'il est petit, OLED, 120 Hz adaptatif, il pourra descendre donc à 1 Hz pour pouvoir afficher le Always On Display, et surtout très lumineux, avec un pic à 3000 nits. On est sur des dalles équivalentes à celles de Samsung sur la gamme Galaxy S25. D'ailleurs, c'est certainement Samsung qui fournit Apple. Sur cet iPhone, on abandonne la carte SIM, comme on l'entend à l'ancienne. Apple passe au tout eSIM, et la justification, c'est de pouvoir gagner un peu de place à l'intérieur du produit pour pouvoir mettre une plus grosse batterie. Bah oui, parce que dans un smartphone très fin, la batterie, elle perd un peu de place. Alors évidemment, Apple n'a pas communiqué sur la capacité de sa batterie, mais des rumeurs disent qu'on est autour des 2900 mAh, ce qui est peu en 2025. Mais Apple a plus d'un tour dans son sac, et grâce à leur nouvelle puce maison, ils vont pouvoir mieux gérer la consommation énergétique de l'iPhone R. Ces nouvelles puces, c'est la puce N1 pour notamment le Wi-Fi et le Bluetooth, mais aussi la puce C1X, qui est la nouvelle génération de celle qui était sortie dans l'iPhone 16e, qui est en fait tout simplement un modem 5G. Le fait qu'ils construisent eux-mêmes ces composants, ça leur permet d'avoir une maîtrise totale du logiciel et du hardware. Et donc, selon eux, d'améliorer la consommation électrique de l'iPhone R. Et donc là, c'est le moment où je vous dis, attendez avant de vous ruer sur les précommandes de l'iPhone R, puisque c'est typiquement le genre de truc qu'il faut tester en profondeur pour savoir si tout ce schmilblick est efficace. Donc, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et les tests arriveront dans les prochains jours. Côté photo, là, Apple fait pas comme les pros. On a un seul capteur, 48 mégapixels avec une focale classique x1. Faut pas chercher la polyvalence photo avec ce capteur. Et j'espère qu'ils ont fait un travail dessus, puisque si vous regardez nos vidéos comparatives sur la qualité photo des smartphones, Apple est rarement dans le top 1. Donc l'iPhone R risque de ne pas être le super rapport qualité-prix côté photo. À titre perso, je suis très curieux de pouvoir le prendre en main et de tester un peu cette finesse, même si on a déjà eu un aperçu chez Samsung avec le Galaxy S25 Edge. Et malheureusement, ce 25 Edge, il avait coché absolument tous les défauts qu'on attendait d'un smartphone fin. Peu de batterie, qualité photo pas ouf pour le prix, et au final, peu d'intérêt à la finesse, puisque qui demande un smartphone fin, sachant qu'on va tous mettre une coque dessus. En réalité, j'ai plus l'impression que les gens demandent un smartphone compact avec une très bonne autonomie qu'un smartphone fin. Donc j'ai un peu de mal à voir à qui s'adresse Apple avec l'iPhone R, un public qui serait sensible uniquement à ce design ultra fin, mais capable de faire des concessions sur la polyvalence photo et la batterie, enfin bref, attendons les tests, et peut-être qu'on aura de bonnes surprises, mais bon, faut pas non plus espérer des miracles. On passe maintenant aux iPhone 17 Pro et Pro Max. Alors ceux-là, je les aime bien, puisqu'il y a un redesign qui a été fait avec son corps tout en aluminium. Hop! Vous avez entendu, hein? Aluminium! Oui, Apple a abandonné le titane. Ils nous avaient saoulés avec le titane avec l'iPhone 15, et ben ils en reviennent. Et selon eux, c'est pour un choix thermique. Et à mon avis, il y a aussi un choix économique. Même si Apple n'a pas tort en mettant en avant son choix thermique, puisqu'il y a des problèmes de chauffe sur l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Mais à quel point le titane était responsable de la chauffe sur ces smartphones, ça franchement c'est difficile à dire. Il n'empêche que le châssis en aluminium prend beaucoup plus de place à l'arrière et que la surface en verre s'en voit réduite. Je trouve ça plutôt malin, puisqu'il y avait quand même pas mal de problèmes de bris de verre sur l'arrière des iPhones, surtout au niveau du module photo, qui avait cette petite excroissance en verre. Et à titre perso, je suis assez convaincu par ce design. Il y en a qui disent que ça a pas trop de sens d'avoir fait ce grand rectangle en haut. Moi je me dis que ça va équilibrer le smartphone quand on le posera à plat. Mais la grande promesse de l'iPhone 17 Pro et Pro Max, c'est son autonomie. Pareil, pas de port SIM, donc faudra passer avec une eSIM, et donc grâce à ça, Apple gagne un peu de place pour mettre une plus grosse batterie. Selon les rumeurs, on serait sur une batterie de 5000 mAh sur l'iPhone 17 Pro Max, et dans tous les cas, Apple a promis une capacité augmentée de 40%. Bah franchement, moi ça me donne envie, un smartphone qui tient longtemps niveau autonomie. Surtout qu'avec cette formule magique de puce maison complètement maîtrisée par Apple, c'est vrai qu'on peut y croire. Parce que oui, les iPhone 17 Pro sont équipés de la nouvelle puce A19 Pro, la même que pour l'iPhone R, mais celle-ci pourra avoir peut-être des meilleurs pics de performance, puisqu'ils ont ajouté dans ces modèles Pro une chambre à vapeur.
C'est pas quelque chose de nouveau dans le monde du smartphone, ça fait 3-4 ans qu'on en a sur les modèles haut de gamme côté Android, mais chez Apple c'est totalement nouveau, et c'est le bienvenu vu les problèmes de chauffe qu'on se tapait sur les précédents modèles. La chaleur va donc être mieux dissipée, et ça permettra au processeur de pouvoir taper un peu plus dans les performances. Côté photo, Apple donne tout ce qu'il peut, avec 3 capteurs 48 mégapixels, un ultra grand angle, un grand angle et un zoom x4. J'espère qu'avec ces capteurs et le logiciel qu'ils vont mettre en place dessus, ils vont faire des meilleures photos, puisque pour rappel, les iPhones c'était loin d'être les meilleurs dans notre comparatif photo. Mais côté vidéo, Apple font des grosses promesses, avec une compatibilité Dolby Vision HDR, un enregistrement 4K 120 images par seconde, du ProRes RAW pour ceux qui voudraient aller plus loin côté étalonnage, et même une compatibilité Genlock. Alors ça, j'ai du mal à voir pour qui c'est fait, mais si vous connaissez pas, et c'est normal puisque ça sert qu'à certains professionnels, c'est une fonctionnalité qui permet de lancer plusieurs caméras en même temps lorsqu'on fait du multicam sur un plateau télé. Bon, c'est une niche, mais j'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins, quoi. J'aime bien ce qu'ils ont annoncé aussi sur la caméra selfie. On passe à une caméra de 18 mégapixels qui semble avoir un capteur carré dans lequel il y a du crop automatique fait par l'IA selon le nombre de personnes dans votre scène. Je suppose que c'est une fonctionnalité qu'on pourra gérer à la main ou de manière automatique avec l'IA, mais j'aime bien l'idée de cet iPhone qui vous cadre en temps réel selon le nombre de personnes qu'il y a à l'image. Et ça sera aussi disponible sur l'iPhone Air d'ailleurs. Sur ces 17 Pro, il y a aussi une nouveauté qui est un peu intéressante, c'est la charge rapide. Alors je fais avec des grandes guillemets puisqu'on est loin de ce que savent faire les Chinois comme Oppo ou Honor. On a là du 40 watts, ce qui permettrait selon Apple d'avoir 50% d'autonomie supplémentaire en 20 minutes de charge. Pareil, ça, c'est des choses à tester. Prix de départ pour l'iPhone 17 Pro, 1329 € en 256 Go et 1479 € pour l'iPhone 17 Pro Max. Oui, c'est pas donné, c'est des prix élevés, mais c'est ce qu'Apple sait faire de mieux. On passe maintenant à l'iPhone 17, alors là c'est l'iPhone abandonné par Apple, aucune refonte de design, ce qui est bien dommage quand on voit ce qu'ils ont fait comme travail sur l'iPhone Air et l'iPhone 17 Pro. On a vraiment un iPhone 17 qui est quasi identique à l'iPhone 16, et même à l'intérieur du smartphone, on a quasiment les mêmes specs, juste le processeur est mis à jour avec une puce A19, et l'écran passe enfin aux 120 Hz, parce qu'on était encore sur du 60 Hz sur les iPhone 16. Ça c'était indispensable de faire ce changement, parce que c'était vraiment une honte de proposer du 60 Hz à ce prix-là. Prix de départ pour cet iPhone 17 à 969 €. Franchement, c'est un prix un peu élevé pour un smartphone qui a que 2 capteurs, très peu d'amélioration sur le produit. Enfin, je sais pas, Apple, bougez-vous sur ce modèle, parce que c'est certainement celui que vous allez le plus le vendre. On fait vraiment face à une restructuration de la gamme de la part d'Apple. On abandonne le modèle Plus pour le remplacer par un iPhone Air. Et il y a un écart qui se creuse de plus en plus fort entre l'iPhone 17 classique et l'iPhone 17 Pro. Il y a un truc dont Apple n'a presque pas parlé pendant sa conférence, et franchement, ça m'a manqué, l'intelligence artificielle. Quand tous les autres constructeurs ne parlent que de ça dans leur publicité, Apple, eux, n'en parlent quasiment pas. Et pourtant, ils devraient, parce qu'ils accumulent un retard par rapport à la concurrence qui est pas négligeable. En même temps, toutes les annonces IA qu'avait fait Apple sur l'iPhone 16, elles se sont avérées difficiles à atteindre pour eux, et donc peut-être qu'ils ont été frileux à l'idée de promettre de nouvelles choses là-dessus. Mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus de leur part à ce sujet-là. C'est simple, il y a quasiment aucune vraie grosse nouveauté logicielle sur ces iPhones, en tout cas aucune qui marque les esprits. Il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités phares. Là où on peut être rassuré, c'est que l'interface d'iOS 26 avec le Liquid Glass qui a fait couler tant d'encre, eh bien elle a l'air plutôt belle et réussie. Là où beaucoup disaient qu'elle était illisible, eh ben j'ai l'impression qu'Apple a fait un gros travail dessus, et franchement je trouve que c'est canon et qu'ils mettent une petite vitesse à ce que peut faire Android sur ses smartphones. La grande question de ces annonces, c'est l'iPhone Air. On sait pas si ce sera un bon produit, et il y a tout pour penser que c'est un projet un peu casse-gueule. Samsung nous l'a prouvé en juin dernier, et ben écoutez, on verra pour l'iPhone Air. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team iPhone Air pour le design ou iPhone 17 Pro pour le côté super autonomie et méga puissance? N'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux où on essaye de vous montrer un maximum d'innovation. Moi je vous laisse, vive la technologie, vive Apple et surtout vive Android, parce qu'ils m'ont quand même pas mal manqué pendant cette vidéo. Ciao!